Les faits qui vont vous être contés maintenant sont tous rigoureusement authentiques. Ils appartiennent à notre histoire. Ils ont à jamais marqué la terre et les hommes de ce pays. Dans les livres d'histoire, les événements du début de la guerre font la part belle à la bataille des frontières, dans les Ardennes, à la bataille de la Marne, au plan Schlieffen, occultant souvent ce qui s'est passé ici, dans ce petit coin d'Alsace, dans ce petit bout de frontière, où la promiscuité allait engendrer des drames au sein des familles, où les pères, les frères se sont retrouvés face à face, où des hommes se sont battus et sont morts pour que leurs familles, leurs enfants, puissent avoir un avenir. Ils combattront aux côtés de ceux que leurs pères combattirent, contre une nation qui fut naguère la leur. C'est l'histoire de cette journée du 13 août 1914. Pour que leur combat n'ait pas été vain. Pour que leur sacrifice, au nom d'idées qui les dépassaient parfois, reste vivant en nos mémoires. C'était il y a tout juste 100 ans. C'était hier, c'est aujourd'hui. Samedi 1er août 1914, 16 h. Après plusieurs semaines de crise internationale, les événements se précipitent. Liés aux alliances qu'elle a tissées avec ses partenaires, notamment la Russie du tsar Nicolas II, la France se voit déclarer la guerre par l'Allemagne et décrète dans la foulée la mobilisation générale. Tout avait commencé avec l'assassinat de l'héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Comme la mécanique impitoyable et morbide d'une machine infernale, les rouages diplomatiques s'entraînent les uns les autres pendant les semaines qui suivirent, engendrant ce que l'on appela très vite la crise de juillet, qui aboutira finalement, le 26 juillet, à la rupture des relations diplomatiques entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Le jeu implacable des alliances, tripartites et triplices, trouve finalement son paroxysme avec l'ultimatum de l'Allemagne à la France 3 jours plus tard, et se conclura par une déclaration de guerre le 3 août, qui finira par embraser tout le vieux continent. Dès le 1er août, le journal officiel publie l'ordre de mobilisation générale qui est transmis très rapidement à toutes les régions militaires de France. Pour de nombreux pères de famille, la nouvelle tombe mal, très mal. Dans un pays encore fortement régi par l'économie agricole, devoir quitter les champs en plein été alors que la moisson s'annonce est loin d'être une bonne chose. Tout avait commencé avec l'assassinat de l'héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Comme la mécanique impitoyable et morbide d'une machine infernale, les rouages diplomatiques s'entraînent les uns les autres pendant les semaines qui suivirent, engendrant ce que l'on appela très vite la crise de juillet, qui aboutira finalement, le 26 juillet, à la rupture des relations diplomatiques entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Le jeu implacable des alliances, tripartites et triplices, trouve finalement son paroxysme avec l'ultimatum de l'Allemagne à la France 3 jours plus tard, et se conclura par une déclaration de guerre le 3 août, qui finira par embraser tout le vieux continent.
Dès le 1er août, le journal officiel publie l'ordre de mobilisation générale qui est transmis très rapidement à toutes les régions militaires de France. Pour de nombreux pères de famille, la nouvelle tombe mal, très mal. Dans un pays encore fortement régi par l'économie agricole, devoir quitter les champs en plein été alors que la moisson s'annonce est loin d'être une bonne chose. Malgré tout, tous les hommes mobilisés se présentent à leur quartier d'affectation. On ne recense quasiment aucune désertion. Il faut dire que l'allemand, le Boche, s'est substitué à l'anglais comme ennemi héréditaire depuis la triste débandade de Sedan en 1871, et la perte de l'Alsace et de la Moselle fut vécue avec une profonde amertume. L'envie d'en découdre avec les barbares de l'Outre-Vosges est patente, et la cuisante défaite passée se doit d'être effacée par une victoire éclatante. Avec les copains, on est prêt. On est même tout prêt. Tenez, l'autre jour qu'on est allé faire une de ces fichues marches d'exercice avec nos 50 livres de barda sur le dos du côté de la frontière vers Petit-Croix, on a vu la terre perdue d'Alsace. Là-bas, tellement près qu'on en a vu des bouffeurs de choucroute. Ah, on leur aurait bien montré comment qu'ils sont affûtés, nos pics à viande. Mais le capitaine Japy, qui est originaire du pays de Beaucourt, où on est passé tantôt qu'on manœuvrait, nous a promis qu'on n'allait pas tarder à en trouver de la besace de Hachepailleur, et qu'il n'y fait aucun doute qu'on les renverrait dans leur pays de barbares, à grands coups de 75. Partout, les journaux annonçaient une guerre éclair. Et comment pourrait-il en être autrement ? La France ne dispose-t-elle pas, sur le papier, de l'armée la plus forte ? Et avec l'assassinat de Jean Jaurès, le tribun opposé à la guerre en juin 1914, les voix des pacifistes ne sont plus que de vagues rumeurs. On part, la fleur au fusil, on va récupérer les provinces perdues d'Alsace et de Moselle. Et on sera rentré pour fêter la Noël en famille. Personne n'en doute. C'est écrit dans les journaux. Donc ce ne peut être que vrai. Dans notre région frontalière, la tension est encore plus palpable. Des provocations, voire des incursions de part et d'autre se font de plus en plus vives. À Joncheray, à quelques kilomètres d'ici, une patrouille allemande, qui s'était aventurée un peu trop en avant sur le territoire français, se heurte à un détachement français. Cette première escarmouche est révélatrice de la tension qui règne alors ici. Le caporal Jules-André Peugeot tombe sous les balles d'un détachement de 8 cavaliers du 3e escadron du Jägerregiment zu Pferd Nr. 5, le 5e régiment de chasseurs à cheval de Mulhouse, commandé par le lieutenant Albert Mayer. Ils seront les premières victimes officielles d'une guerre qui fera plus de 6 millions de morts dans tous les camps. Dès les premiers jours, les combats furent violents. Les premiers mois de ce conflit furent assurément les plus meurtriers. Guerre de mouvement, guerre d'un temps révolu où l'on se battait encore à cheval, en chargeant sabre au clair, sûr de son bon droit et de son héritage prestigieux. Pourtant, aux cuirassiers rutilant dans leurs armures d'un autre âge, les soldats du Kaiser opposaient des mitrailleuses. Vêtus en pantalon rouge garance, l'infanterie française faisait une cible parfaite pour l'artillerie allemande.
On affrontait un ennemi aux tenues beaucoup mieux camouflées, bien équipé pour la guerre de mouvement. Un ennemi qui avait parfaitement intégré les contraintes et les avantages d'une guerre dite moderne. Un ennemi qui était allé observer les nouvelles stratégies et technologies de mort sur tous les champs de bataille de la planète, notamment durant la guerre de sécession américaine. Pendant ces jours qui précèdent les premières offensives, à Jungmünsterol, Willern et Menglat, nom allemand que portaient alors les villages de Montrejeune ou Djunmetru, en patois d'ici, de Romani et Mani, les tensions sont encore plus vives qu'ailleurs. La proximité de la frontière avec le tout récent territoire de Belfort, constitué en 1871 à l'issue du traité de Francfort, et la présence proche de l'importante gare ferroviaire de Altmünsterol, en français Montrevieux, et de la gare de Petit-Croix, rendent la situation encore plus intenable. Dans cette zone francophone, on vit plus durement encore l'arrachement à la France et l'annexion de fait au Reich allemand. Les douaniers allemands patrouillent à pied, à cheval ou à vélo, tout le long de cette nouvelle frontière, non sans provocation. Salut! Hé, Bill, bon jouet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf ce matin? Ben, est-ce que paraît, le Prussien, tu son du roux, en quoi aller faire le mêlé près de les maisons de la douane, hier soir. Tenais pour y tirer? Ah non, il y a de remis que moi un pire. T'es bien de la chance de pouvoir encore trouver le son avec tout ce qu'espèce dans notre quart de tir. Et alors, c'te casque à pitch. De ce que me racontait le père Coquerel, elle se serait rendue et grand côte frotte vers les frontières en bruyant comme un ibédial qu'elle allait rentrer du français. Oh, Ça que moi qui te dis. Et là, elle aurait posé ses bondus de bacon à Murat de les Marjons, elle aurait pris ses pétours et pesserets, fait son qu'est-ce pique, elle aurait tiré 4 cartouches et colons. En lourd, que me dit père Coquerel. j'ai battu que ce lieutenant. Un peu solide prou pour lui d'être y tenu. À faire encore qu'à v'nioche nos fers des migères. Ça qu'avait fini pour nous décréter à une vartable dire. Oupé, à biassi un bourba que durerait dans le car.